Mon père a jeté ma valise dans la boue et a donné la chambre d'amis à mon frère 19 jours plus tard. Voilà ce que mon frère a trouvé. Lors de notre réunion de famille, mon père a attrapé ma valise, l'a jetée dans la boue, et a aboyé. Ton frère a la chambre d'amis. Les déchets comme toi peuvent dormir dehors. Mon frère a souri d'un air suffisant, pendant que toute la famille riait. Personne n'a dit un mot, pas même maman. J'ai pris mon sac et je suis parti. 19 jours plus tard, mon frère est arrivé à la maison et a trouvé toutes les serrures changées. Puis il a vu qui attendait sur le porche. Le sac a heurté le gravier avant que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. La main de mon père était encore ouverte, les doigts écartés. Et la toile vert foncé a atterri face contre terre dans une flaque de la couleur d'un vieux café. Les initiales que ma grand-mère avait brodées l'été dernier. Le S et le E de couleur crème qu'elle avait cousu. Assise sur son porche en juillet tout en me parlant du premier garçon qu'il ait jamais invité à danser. Ont disparu sous l'eau brune. Il ne l'a pas jeté loin. Juste assez pour s'assurer que tout le monde dans l'allée la voit atterrir. Case se tenait 3 pas derrière lui sur le porche, les bras croisés. Souriant à quelque chose que le reste d'entre nous ignorait encore. 14 membres de la famille dans cette allée. Oncle Maurice près du grill, avec une pince dans une main et une assiette en carton dans l'autre. 2 cousins assis sur le haillon d'un pick-up, les chaussures enlevées. Ma mère, près de la porte moustiquaire. Un torchon plié sur son épaule. Son visage faisant ce qu'il faisait toujours quand mon père élevait la voix devant des invités. Rien. Son visage ne montrait rien. Personne ne parlait. Le seul bruit était celui de l'eau du lac frappant le quai, à 50 mètres derrière la maison. Et le faible bourdonnement d'une glacière que quelqu'un avait branchée sur la prise du porche. Le trajet jusqu'à la propriété du lac de l'oncle Maurice avait duré 4 heures. Un jour de congé personnel de perdu, un que j'avais gardé pour les réunions parents-professeurs. Des vêtements de rechange. Le dossier de photos de famille que je devais rendre à ma mère depuis avril. Et un chausson aux pêches préparé la veille avec la recette de grand-mère Hélène. Tout cela était à l'intérieur de ce sac. Mon père m'a regardé comme on regarde quelque chose qu'on a déjà décidé de jeter. Case est en train de bâtir une véritable entreprise. Il a besoin de la chambre d'amis. Il a besoin de repos. Il a besoin du soutien de cette famille. Toi. Tu fais de la peinture au doigt avec des élèves de CE1 pour 33 000 $ par an. Et tu penses mériter le même lit qu'un homme qui est en train de se construire un avenir? Ramasse ton petit sac et trouve un motel. C'est là que ton salaire a sa place. 14 personnes ont entendu cette phrase. Pas une seule n'a bronché. Ma cousine Andrea a baissé les yeux sur son téléphone. Maurice s'est retourné vers le grill et a retourné quelque chose qu'il avait déjà retourné. Tante Patricia a étudié le côté de son verre de thé glacé. Comme si la condensation contenait des instructions sur ce qu'il faut faire quand votre beau-frère dit quelque chose que vous ne pouvez pas défendre. Mais que vous ne contesterez pas. Enseigner les arts plastiques à l'école primaire Garfield rapporte 33,4 cents $ par an avant impôt. Et chaque adulte dans cette allée connaissait ce chiffre. Car mon père s'en était assuré à chaque réunion, chaque appel de vacances. Chaque fois que quelqu'un demandait comment allait Simone. Simone va bien. Elle colorie avec des enfants. Elle va bien. L'entreprise d'aménagement paysager de Case avait déjà fait faillite une fois. Il l'a relancée il y a 8 mois avec une tondeuse d'occasion et un logo qu'il a payé 40 $ à quelqu'un. Sur Internet. Mon père parlait de la deuxième tentative d'entreprise de Case comme d'autres hommes parlent d'eux. Leur fils devenant associé dans un cabinet d'avocats. La marche jusqu'à la flaque a pris 7 pas. La toile était lourde d'eau brune et le fil que ma grand-mère avait acheté dans un magasin de loisirs créatifs à Decatur. La semaine avant son opération, était couvert d'une boue couleur rouille. Le sac a laissé une traînée d'eau sale sur le gravier en le soulevant. Mon père m'a regardé le ramasser. Case regardait depuis le porche. Bonnie Eastwood, 57 ans. Debout à 1 mètre de l'homme qui venait de jeter l'œuvre de sa propre mère décédée dans une flaque. Regardait depuis l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur le torchon. Le sac est allé dans le coffre. Le coffre s'est refermé, avec mes 2 mains.
Je t'ai entendu, papa. C'est tout. La voiture a reculé sur l'allée de gravier, a tourné sur la route de campagne. Et le rétroviseur a montré la maison rapetissée jusqu'à ce qu'un virage dans les arbres ne l'avale. À une station-service 20 minutes au sud, j'ai failli faire demi-tour. Mon pied s'est levé du frein, et chaque habitude construite en 32 ans me tirait vers cette allée. Vers l'idée d'arranger les choses. D'être la personne qui fait fonctionner la famille en absorbant tout ce qu'il jette. Puis le siège passager a attiré mon attention. La boue du sac avait traversé la toile et laissé une tache brune sur le revêtement. La forme ressemblait à une empreinte de main, pressée à plat. La voiture est repassée en marche avant. Si vous avez déjà été celui que votre famille garde par commodité et rejette quand le confort s'épuise. Vous savez déjà ce que j'ai ressenti pendant ce trajet. Assurez-vous d'être abonné à Family Secret Health. Car ce que mon père ne savait pas en jetant ce sac, c'est qu'il protégeait quelque chose de bien plus grand qu'une chambre d'amis. Un motel près de l'autoroute, $22 la nuit, sol en linoléum. Un rideau de douche qui n'atteignait pas le mur. Le lavabo de la salle de bain s'est rempli d'eau tiède et de savon d'hôtel, et le sac y est allé. La boue s'est détachée lentement. Mon pouce a frotté la broderie, pressant le fil crème jusqu'à ce que le S et le E réapparaissent. Pas éclatant. Pas comme il l'était quand grand-mère Hélène m'a donné le sac pour mon 25e anniversaire en disant. Chaque femme a besoin de quelque chose à son nom pour lequel personne n'a donné la permission. Mais lisible. Les lettres étaient lisibles. Le sac a été mis sur la tringle de douche pour sécher. Et le bord du lit du motel a grincé sous mon poids. Aller à cette réunion était une erreur que je faisais sous différentes formes depuis 3 ans. Maurice organisait. Et Maurice avait toujours été le seul Eastwood à me traiter comme une personne avec un nom complet. Au lieu d'une fonction. Le trajet était pour lui. L'espoir était pour une version de ma famille qui n'existe qu'entre la décision d'y aller et le moment de l'arrivée. Dimanche matin à la maison, un appartement de 2 chambres en location à 22 km de l'école. Vêtements lavés, sac accroché au dos de la porte du placard. Le lundi matin est arrivé comme il le fait toujours, que vous soyez prêt ou non. Le mercredi après-midi, 3 jours après la réunion, le téléphone de la classe a sonné à 15h15. Le dernier bus était parti. Une rangée de peintures à la détrempe séchait sur le fil au-dessus du lavabo. De petites empreintes de mains humides en rouge et orange. L'indicatif régional correspondait au comté où se trouve la maison d'Ashland. Une voix de femme, milieu de la vingtaine, polie. Bonjour. C'est Léa. J'appelle au sujet du renouvellement du bail de la propriété d'Ashland. Case m'a dit de contacter directement le propriétaire cette fois-ci. Le téléphone s'est pressé plus fort contre mon oreille. Le couloir était vide. Le dessin d'un chien violet d'un élève de CE1 goûtait silencieusement sur le journal en dessous. Quel bail ? Léa l'a expliqué de la manière dont quelqu'un explique quelque chose qu'il croit tout à fait normal. Elle louait le sous-sol de la maison d'Ashland à Case depuis 11 mois. $750 par mois, payé via Venmo. Case a été merveilleux, calme. Il entretient bien le jardin. Je voulais juste m'assurer que le renouvellement se ferait avant la fin du mois. Ma main serrait le bord de mon bureau assez fort pour laisser des marques d'ongles dans le Stratify. Léa. Pouvez-vous m'envoyer votre historique de paiement Venmo avec Case ? Chaque paiement que vous avez fait. Bien sûr. Est-ce que tout va bien ? Ça ira. Les captures d'écran sont arrivées dans l'heure. 11 paiements, $750 chacun, horodaté. La photo de profil Venmo de Case me souriant sur chaque ligne de transaction. La maison d'Ashland est ma maison. Achetée il y a 6 ans avec un salaire d'enseignante. Avec un acompte économisé sur 4 ans en mangeant à mon bureau au lieu de la cafétéria. En conduisant une voiture avec 320 000 km au compteur. En disant non à toutes les vacances que mes amis prenaient et en prétendant que la raison était autre que l'argent. La maison où le chauffe-eau a été remplacé en regardant une vidéo de 3 heures et en empruntant des outils au concierge de l'école. La maison dans laquelle Case a emménagé il y a 2 ans.
Parce qu'il disait avoir besoin de 6 mois pour se remettre sur pied après son premier échec en aménagement paysager. 6 mois sont devenus 24. L'hypothèque sortait toujours de mon compte chèque chaque mois. Avec les impôts fonciers et l'assurance. 112,000 $ restant sur le prêt, valeur marchande d'environ 168,000 $. Mon capital dans cette propriété était de 56,000 $. Et c'était le seul coussin financier que j'ai jamais construit dans ma vie. 4 ans de déjeuners emportés et une voiture qui sentait le vieux tissu. Voilà ce que coûtait 56,000 $. Case louait des chambres dans ma maison et gardait chaque dollar. Une question. Est-ce que Case vous a dit qu'il possédait la maison? Il a dit que c'était une propriété familiale. Propriété familiale. L'expression exacte que mon père utilise pour tout ce qu'il croit appartenir à tout le monde. Sauf à la personne dont le nom figure sur l'acte de propriété. Le lendemain après-midi, après la dernière sonnerie. Le trajet jusqu'à la maison d'Ashland a pris 40 minutes. Sur des routes que j'avais empruntées des centaines de fois pendant les 2 ans où la maison était la mienne avant que Case n'emménage. La clé fonctionnait toujours. La porte d'entrée s'est ouverte de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Le petit cran sur le pen dormant où il faut soulever légèrement la poignée. Et le salon de l'autre côté m'a laissé bouche bée. Un jeune homme nommé Tyler était assis sur un canapé sectionnel gris qui ne m'appartenait pas. Regardant un match de basket sur un écran plat monté sur un mur que j'avais moi-même peint en verso l'été après l'achat. Il a levé les yeux et s'est figé. Comme on se fige quand la personne dans l'embrasure de la porte a clairement plus sa place ici que vous. Tyler avait 21 ans, un étudiant. Il louait la chambre d'amis à Case depuis 8 mois. 650 $ par mois. En espèces, remis directement à Case le premier de chaque mois. Pas de bail. Aucune trace écrite, sauf les dépôts bancaires que Case faisait pour des montants correspondants. Ma propre maison, mes mensualités d'hypothèque. Mon nom sur l'acte de propriété déposé au bureau du cadastre du comté. Et un étranger assis sur un canapé regardant la télévision dans la pièce où se trouvait autrefois un fauteuil de lecture et une étagère de livres d'images. Ce que j'utilisais pour préparer mes leçons le samedi matin avant que Case ne demande à rester 6 mois. La chambre d'amis contenait maintenant un lit simple. Un mini réfrigérateur branché sur la prise que j'avais payé un électricien pour installer. Et un panier à linge plein de vêtements appartenant à quelqu'un qui ne m'avait jamais rencontré. Le camion de Case était parti. Une pile de courriers se trouvait sur le comptoir de la cuisine. 3 des enveloppes mentionnaient Cases Landscaping LLC comme entreprise. L'adresse de l'expéditeur sur l'une d'elles était une coopérative de crédit. On a dit 3 choses à Tyler. Je m'appelle Simon Eastwood. Mon nom est sur l'acte de cette maison et quelqu'un le contacterait bientôt au sujet de sa situation de logement. Son visage est devenu blanc. Il a commencé à s'excuser. Il avait 21 ans et ne savait pas qu'il faisait partie de quoi que ce soit de mal. Et arrêter ses excuses était la bonne chose à faire. Ce n'était pas lui qui me devait quoi que ce soit. Dehors, la cour montrait des signes de l'entreprise d'aménagement paysager de Case. Une tondeuse professionnelle garée à côté du garage. Une remorque avec du matériel de bordure attaché. Une pile de cartes de visite sur la rampe du Porsche, humide de la rosée du matin. L'adresse imprimée dessus correspondait à l'adresse sur mon relevé d'hypothèque. Cette nuit-là, l'appel téléphonique est allé à Zara. Zara Mitchell, 30 ans, collègue professeur d'art plastique à Garfield. La femme qui s'est assise avec moi sur le parking du corps professoral pendant 1 heure. L'après-midi où grand-mère Hélène est décédée. Zara n'a pas essayé d'améliorer les choses ce jour-là. Elle n'a rien dit de sage ou de réconfortant. Elle s'est assise sur le siège passager de ma voiture avec 2 tasses de café de la salle D. Professeur et a attendu que ma respiration se calme. C'est l'année où l'enseignement a failli s'arrêter pour moi. Et Zara a été la raison pour laquelle ça ne s'est pas arrêté. Pas un discours, pas un conseil. Une présence. Elle s'est présentée chaque jour et m'a traité comme quelqu'un qui avait sa place là où elle était. Le calcul au téléphone était simple. 751, ça fait 8,250. 658, ça fait 5,2 cents.
$13,450 perçus de ma propriété. 0 pour moi. Zara n'a pas dit désolé. Elle n'a pas dit que c'était terrible. Quelle est l'adresse de la maison? L'adresse est sortie automatiquement. Bien. Tu vas en avoir besoin. 3 coups d'avance. Zara voyait toujours 3 coups d'avance sur un problème. Alors que tout le monde essayait encore de nommer le premier. Avant de raccrocher, elle a dit une dernière chose. Simone, tu possèdes cette maison. Ce n'est pas rien. Quoique Case ait construit dessus. Il l'a construit sur ton terrain. Souviens-toi de ça quand tu commenceras à te sentir coupable. Parce que tu le feras. Elle avait aussi raison pour la culpabilité. Elle a duré environ 48 heures. Puis le bureau d'Hector lui a donné quelque chose de mieux en quoi se transformer. Le lendemain matin à 7 heures. Les plans de cours pour 3 jours d'école étaient rédigés et envoyés par courriel au secrétariat. Une demande de journée personnelle a été faite pour le vendredi. À 8h30, le bureau d'Hector Fuentes était ouvert. Hector avait 48 ans. Un avocat en immobilier avec un cabinet dans un centre commercial entre un pressing et une sandwicherie. Sa salle d'attente avait 4 chaises, une fausse plante. Et un diplôme de droit encadré d'une université d'État qui n'avait besoin d'impressionner personne dans la pièce. $220 de l'heure. Il n'en a pas gaspillé un mot. L'acte de propriété a été posé sur son bureau en premier. Puis les relevés d'hypothèque montrant 24 mois de paiements effectués depuis mon compte chèque. Puis les captures d'écran Venmo de Léa. Ensuite, les notes de la visite à la maison, y compris le nom de Tyler. Le montant du loyer et la durée. Tout cela dans un dossier en manille qui ne pesait presque rien et contenait la preuve que mon frère et mon père avaient transformé ma propriété en la fondation d'une entreprise dont je ne savais rien. 2 jours de consultation des registres du comté ont produit 3 découvertes. Découverte 1. Case avait déposé une demande d'exemption pour résidence principale sur la maison d'Ashland. Une exemption pour résidence principale réduit les impôts fonciers en déclarant une propriété comme votre résidence principale. Case n'était pas sur l'acte de propriété. Il n'était pas sur l'hypothèque. Il ne possédait pas la propriété. Le comté avait traité la demande car personne ne l'avait signalée. Cette exemption était une fraude. Et cela signifiait que des impôts réduits avaient été perçus sur ma propriété sur la base d'une fausse déclaration signée par Case. Découverte 2. Case a enregistré sa SARL d'aménagement paysager à l'adresse d'Ashland 6 mois plus tôt. Document public déposé auprès du bureau du secrétaire d'État. La 3e découverte a tout changé. Hector a sorti le dossier UCC d'un prêt d'équipement, 22 000 $. Équipement d'aménagement paysager commercial, tondeuse, une remorque, des outils de bordure. Un nettoyeur haute pression. Le prêteur était une coopérative de crédit régional. La demande de prêt mentionnait la maison d'Ashland comme résidence principale stable de Case. Le co-signataire de ce prêt était Victor Eastwood, mon père. Hector a étalé la chronologie sur son bureau. De la manière dont un chirurgien dispose ses instruments sur un plateau. Chaque document dans l'ordre, chaque date encerclée à l'encre bleue. Il a tapoté la date du prêt avec le capuchon de son stylo. Quand était la réunion? Mi-septembre. Le 14. Ce prêt a été signé le 2 juin. 17 semaines avant le 14. Il a déplacé le stylo sur la ligne de l'adresse sur la demande. Et ceci est votre maison. Répertoriée comme sa résidence principale stable. Si vous aviez visité cette propriété à un moment quelconque pendant ces 17 semaines, vous auriez trouvé les locataires, découvert les revenus de sous-location. Et la revendication de stabilité résidentielle sur cette demande se serait effondrée. Il a posé le stylo. Votre père n'a pas perdu son sang-froid à la réunion. Madame Eastwood. Il avait besoin que vous soyez loin de cette maison. La chaise dans le bureau d'Hector était en plastique, du genre qui colle aux jambes en été. Le parking du centre commercial était visible par la fenêtre derrière lui. 3 voitures cuisant sous la chaleur et une femme entrant dans le pressing voisin. Portant une housse à vêtements sur son épaule. Un après-midi normal. Un centre commercial normal.
Et le sol s'est dérobé sous tout ce que je pensais comprendre de cette allée. 17 semaines. Mon père était au courant du prêt depuis 17 semaines avant la réunion. Pendant 17 semaines, il avait besoin que je reste à l'écart de la maison d'Ashland. Pendant 17 semaines, chaque appel téléphonique, chaque commentaire sur mon salaire, chaque remarque dédaigneuse sur l'enseignement n'était pas de la cruauté pour le plaisir. C'était de l'entretien. Il maintenait une distance entre moi et ma propre propriété. Car au moment où je franchirais cette porte d'entrée et trouverais Léa au sous-sol ou Tyler dans la chambre d'amis, les questions commenceraient, et les questions mèneraient à l'enregistrement de la SARL. Et l'enregistrement mènerait à la demande de prêt. Et la demande de prêt mènerait à la signature de Victor sur un billet de 22 000 $ qui dépendait du fait que ma maison soit la maison de Case. Il a jeté le sac de ma grand-mère dans la boue pour que je ne franchisse pas ma propre porte et ne trouve pas la vérité derrière. La phrase sur la peinture au doigt, le salaire, le motel, rien de tout cela n'était de la colère. Tout cela était de la gestion des risques. Mon propre père a mené une opération de confinement contre moi lors d'une réunion de famille pour que son prêt cosigné ne s'effondre pas. J'ai failli appeler Case pour le prévenir avant le dîner d'anniversaire. Mon téléphone était déjà dans ma main, son nom déjà affiché dans les contacts. Puis l'écran a montré la capture d'écran Venmo de Léa toujours enregistrée dans la pellicule photo. 750 $, ligne de mémo indiquant « Loyer sous-sol 7 ». Le téléphone est retourné dans le sac à main. Si vous écoutez toujours, restez attentif car ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle cette histoire est sur Family Secret Health. Le 57e anniversaire de ma mère était dans 9 jours. Toute la famille serait là. Hector a posé une question. Voulez-vous que la maison soit vendue ou gardée? Vendue. Le 9e jour, Hector a déposé un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Signifié à Case à l'adresse d'Ashland. Procédure légale standard. Une deuxième lettre a été envoyée à la coopérative de crédit, clarifiant que Case Eastwood n'avait aucun intérêt de propriété, aucun accord de location, et aucun droit légal de réclamer la propriété d'Ashland comme sa résidence sur quelque demande que ce soit. Une troisième lettre a été envoyée au bureau de l'évaluateur du comté, demandant un examen et une réévaluation de l'exemption frauduleuse pour résidence principale. Un agent immobilier a été appelé le 12e jour. La maison d'Ashland serait mise en vente la semaine après la confrontation. Jour 17. Dîner du 57e anniversaire de Bonnie. Maison familiale sur Ridgemont. Pas la propriété du lac. Maison différente, pièces différentes, même personne. 8 membres de la famille autour de la table à manger. Oncle Maurice au bout de la table. Les cousins Andrea et Paul l'un en face de l'autre. Tante Patricia, la sœur de Bonnie qui était venue de Decatur. Case à l'autre bout, les coudes sur la table. Victor à côté de lui, col boutonné, mâchoire serrée. Bonnie dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant le gâteau qu'elle avait fait elle-même. Car elle faisait toujours son propre gâteau d'anniversaire. Elle appelait ça la tradition. La vérité était plus simple. Elle ne faisait confiance à personne d'autre pour le faire correctement. Le sac de voyage vert était sur mon épaule quand la porte d'entrée s'est ouverte. Les épaules de Victor ont baissé d'1 centimètre. Un soulagement s'est répandu sur sa mâchoire. Comme s'il avait serré les dents pendant 17 jours et pouvait enfin arrêter. Content que tu aies repris tes esprits, Simone. La chaise a été tirée. Le rôti de bœuf a été mangé. Les nouvelles boucles d'oreilles de tante Patricia ont été complimentées. La saison de football de la fille d'Andrea a été discutée en détail. Du café a été versé pour oncle Maurice, et il m'a tapoté la main comme il le fait toujours. De la même manière que grand-mère Hélène le faisait avant de dire quelque chose qu'elle pensait vraiment. Après que le gâteau a été coupé, que les bougies ont été enlevées et que les assiettes en carton ont été empilées dans la poubelle. La tasse de café a été posée sur la table et la chaise s'est tournée vers Case. Comment va Léa? Elle apprécie toujours le sous-sol? La fourchette de Case s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'a posée sur l'assiette avec un petit clic. Métal sur céramique, le seul son aigu dans une pièce où tout le monde mâchait encore.
Ses yeux se sont tournés vers Victor puis sont revenus. Qui? Léa, 26 ans. Elle loue le sous-sol de la maison d'Ashland depuis 11 mois. 750 $ par mois via Venmo. Elle m'a appelé pour un renouvellement de bail 3 jours après la réunion. Elle pensait que j'étais déjà au courant. Le sac de voyage s'est ouvert. Le dossier en est sorti. Victor s'est penché en avant, les deux paumes à plat sur la table. Simone, c'est l'anniversaire de ta mère. Tu as choisi une réunion de famille pour jeter mon sac dans la boue. Papa. Tu n'as pas le droit de choisir quels événements familiaux restent propres. La première feuille a été posée sur la table. Reçu Venmo, 11 paiements de Léa à Case, 750 $ chacun, 8,250 $. À côté, la deuxième série. Les registres de paiement de Tyler reconstitués à partir des dépôts bancaires que Case a effectués pour des montants correspondant de 650 $. 8 entrées sur 8 mois. 5,2 cents $. La main de Victor a tendu vers le papier. Le papier a été retiré. Case vit dans ma maison depuis 2 ans sans payer un seul dollar. C'était l'accord? Et je l'ai honoré. Ce qu'il ne vous a dit à aucun d'entre vous, c'est qu'il a loué le sous-sol à une femme nommée Léa pour 750 $ par mois. Il a loué ma chambre d'amis à un étudiant nommé Tyler pour 650 $. Il a collecté 450 $ de ma propriété et a gardé chaque centime. Il a déposé une fausse demande d'exemption pour résidence principale sur une maison qu'il ne possède pas. Il a enregistré son entreprise d'aménagement paysager à mon adresse sans ma connaissance ni mon consentement. Et papa. Tu as co-signé son prêt d'équipement de 22 000 $, 4 mois avant la réunion. La même réunion où tu as jeté le sac de ma grand-mère dans la boue et m'as dit de trouver un motel. Tu n'as pas perdu ton sang-froid ce jour-là. Tu avais besoin que je reste loin de ma propre maison assez longtemps pour que les papiers du prêt de Case tiennent la route. Chaque personne à cette table peut faire le calcul. Maurice a posé sa serviette sur la table et a croisé les mains dessus. Andrea a pris sa tasse de café, a regardé la surface, et l'a reposée sans boire. Elle n'y a plus touché. Paul s'est penché en arrière sur sa chaise et a croisé les bras. Tante Patricia s'est tournée vers Bonnie. Bonnie a regardé la spatule qu'elle tenait encore. Avec du glaçage sur le bord après avoir coupé le gâteau. Case s'est penché en avant, les deux paumes vers le haut. Le langage corporel d'un homme qui s'est entraîné à paraître raisonnable pendant 35 ans. Simone? C'était temporaire. Je construisais quelque chose. J'allais te rembourser une fois que les contrats seraient réguliers. Papa le savait. Nous avions un plan. Tout allait s'arranger. Tu as déposé une fausse demande d'exemption pour résidence principale sur ma propriété. Case. Ce n'est pas un plan. C'est une fraude. Tu exagères. C'est une maison de famille. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte. Mes paiements chaque mois depuis 6 ans. Mon acompte. Mon capital. 56 000 $ de capital. Pas une propriété familiale. La mienne. Victor a essayé de prendre le contrôle. Son assiette a été poussée en avant. Ses épaules se sont redressées. Nous pouvons régler ça en privé. Ce n'est pas l'endroit. Tu as jeté mon sac dans une flaque devant 14 personnes et m'as dit que mon salaire avait sa place dans un motel. C'est l'endroit que tu as choisi. Papa. C'est l'endroit que je choisis. Les muscles de la mâchoire de Victor se sont contractés et relâchés. Sa chaise a reculé de 15 cm sans qu'il se lève. Son corps essayant de partir alors que sa fierté le maintenait assis. Sa main s'est posée à plat sur la table. Les doigts écartés de la même manière qu'il l'était quand il a jeté le sac. Et un tremblement a parcouru son annulaire. Il a appuyé plus fort sur sa paume pour l'arrêter. La couleur a quitté son visage depuis le col. Le gris se répandant comme l'eau quitte un chiffon qu'on essore. Oncle Maurice a regardé Victor. Elle possède cette maison. Vic, le garçon louait des chambres dans une maison qu'il ne possède pas. Victor n'a rien dit. Maurice s'est tourné vers Case. Et tu as mis son adresse sur une demande de prêt.
Case a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. L'adresse est là où je vis. Où tu vivais. Le temps présent semble un peu exagéré. Case s'est tourné avec quelque chose dans les yeux. Essayant de passer pour de l'amour mais se rapprochant de la panique. Simone? Allez. Nous avons grandi dans cette famille ensemble. Tu ne vas pas laisser de la paperasse détruire tout ce que nous avons. Tante Patricia a posé sa fourchette délicatement. De la manière dont on pose quelque chose quand on réalise qu'on ne le ramassera plus. Paul n'avait pas bougé, mais ses bras étaient plus serrés sur sa poitrine qu'il y a 30 secondes. Maurice regardait Victor de la manière dont on regarde un homme qui vous doit une explication qu'il ne donnera jamais. Tu fais de la peinture au doigt avec des élèves de CE1 pour 33,000 $ par an. C'est ce que papa a dit devant 14 personnes alors que le sac de ma grand-mère était dans une flaque. Les mensualités d'hypothèque de la peintre au doigt sont la seule raison pour laquelle ta demande de prêt a tenu. Les impôts fonciers de la peintre au doigt ont maintenu cette maison debout. Le nom de la peintre au doigt sur cet acte est la seule chose qui a mis un toit au-dessus de tes locataires et de ta SARL. Tout ce sur quoi tu t'es appuyé. Case appartient à la femme que toi et papa pensiez trop petite pour remarquer. Case a essayé une fois de plus, sa voix montant d'une demi-octave. C'est une affaire de famille. On règle les affaires de famille en famille. Tu l'as réglé dans ma maison sans me le dire. Ça a cessé d'être une affaire de famille le jour où tu as déposé un faux document auprès du comté. Les narines de Victor se sont dilatées. Sa respiration est devenue courte et rapide par le nez. Le genre de respiration qu'une personne a quand elle essaie de garder ses mains immobiles. Les veines au dos de sa main droite ressortaient bleues et rigides là où il agrippait le bord de la table. La phrase qui était restée dans ma poitrine pendant 17 jours. Celle qui s'est formée dans une salle de bain de motel pendant que la boue s'enlevait du fil de couleur crème. Est sortie, plate et calme. Vous avez jeté le sac de ma grand-mère dans la boue pour me tenir éloigné d'une maison que vous étiez en train de voler. La boue est partie au lavage. Papa. Le vol est permanent. Victor a regardé fixement. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois sans produire un son. Puis quelque chose est sorti, à peine plus fort qu'un murmure. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Chaque document sur cette table dit le contraire. Papa. Les dates correspondent. Les signatures correspondent. L'adresse correspond. Tu peux dire à cette table que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ou tu peux regarder les papiers et accepter que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a regardé Bonnie. Bonnie a regardé le sol. La spatule était toujours dans sa main, et il y avait du glaçage qui séchait sur le bord. Et elle ne l'avait pas posé une seule fois depuis que le dossier était sorti du sac. La chaise a été repoussée, les 2 pieds au sol. Je vends la maison d'Ashland. Il reste 23 jours à Case sur son préavis de 30 jours. Papa. Quoi que le prêteur décide de ce prêt de 22,000 $. C'est entre toi et la coopérative de crédit. Je ne le couvrirai pas. Je ne co-signerai pas de remplacement. Je ne vous tirerai d'affaire ni l'un ni l'autre. La dernière faveur que j'ai faite pour cette famille a été de laisser Case emménager dans cette maison il y a 2 ans. Cette faveur est terminée. Le prochain appel que l'un de vous recevra viendra de mon avocat ou de l'évaluateur du comté. Aucun des deux ne vous demandera ce que vous en pensez. La voix de Victor venait du fond de sa gorge, rauque sur les bords. Tu jettes cette famille par-dessus bord pour une maison. Tu as jeté ta fille par-dessus bord pour un prêt pour une tondeuse. Le sac de voyage est passé sur mon épaule. Le dossier était à l'intérieur. La porte d'entrée s'est ouverte et s'est refermée et les marches du porche ont défilé sous mes pieds. Sans un seul regard en arrière. Derrière moi, la chaise de Maurice a raclé le sol. Case a dit mon nom une fois. De la manière dont une personne dit un mot quand elle réalise qu'il n'ouvre plus la porte qu'il ouvrait autrefois. Jour 19. Le camion de Case s'est garé le long du trottoir à la maison d'Ashland à 10 h du matin. La porte d'entrée avait un nouveau pêne dormant, en laiton brillant sur le bois usé. Sa clé a glissé et a tourné d'une demi-rotation avant de s'arrêter net. Il l'a retirée, a réessayé. Même résultat. La porte latérale,
pareil. Il a fait le tour par l'arrière et a trouvé la porte de la cuisine verrouillée avec une poignée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il a mis ses mains en coupe contre la fenêtre de la cuisine et a vu des boîtes en carton empilées le long du mur en une rangée soignée. Chacune étiquetée au marqueur noir. K. Eastwood cuisine. K. Eastwood salle de bain. K. Eastwood chambre. Son nom sur des boîtes dans une maison qui lui semblait être la sienne. Chaque serrure changée, chaque bien emballé. Il est revenu par l'avant. Les marches du porche étaient occupées. J'étais assise là, avec mon téléphone sur les genoux et le sac de voyage vert à côté de moi. La berline de l'agent immobilier était garée dans l'allée. À travers la baie vitrée, un jeune couple se promenait lentement dans le salon. La femme passant la main sur le rebord de la fenêtre, le mari vérifiant les plaintes. Ils mesuraient l'espace avec leurs yeux. Comme le font les gens quand ils imaginent déjà leurs meubles dedans. Kay s'est arrêté au bas des marches. Ses bottes de travail étaient boueuses, des brins d'herbe collés à son jean d'un travail du matin. Il a regardé le couple à l'intérieur de la maison, puis moi, puis les boîtes près du garage. « Qu'est-ce que tu fais à vendre ma maison? Tu ne peux pas juste vendre la maison. » Simone. Mes affaires sont là-dedans. Mon entreprise est domiciliée à cette adresse. Tes affaires sont dans ces boîtes. Ton entreprise est enregistrée à une adresse que tu n'avais aucun droit d'utiliser. Et le préavis de 30 jours te donnait jusqu'au 39e jour. Les serrures ont été changées le 18e jour parce que le propriétaire a le droit de sécuriser sa propre propriété. Tes biens sont emballés, étiquetés et t'attendent. Rien n'a été jeté. Sa voix s'est brisée à un endroit où je ne l'avais jamais entendu se briser auparavant. Pas même quand sa première entreprise a fait faillite. Pas même quand sa petite amie a fait ses valises et est partie chez sa mère sans lui dire qu'elle partait. Simone, ce salon. C'est là qu'on construisait des forts en couverture quand le courant coupait. Tu te souviens? Toi. Moi, et grand-mère Hélène avec les lampes de poche. Tu ne peux pas vendre ça. Cette maison. C'est nous. J'ai failli m'adoucir. Le souvenir était réel. Les forts en couverture étaient réels. Grand-mère Hélène tenant la lampe de poche sous son menton pour faire des ombres chinoises pendant que la tempête secouait les fenêtres était réelle. Et puis l'allée m'est revenue en mémoire. 14 personnes debout sur le gravier. La bouche fermée de ma mère. La broderie de ma grand-mère dans la boue. Pas un mot de l'un d'entre eux. La boîte étiquetée K. Eastwood cuisine était empilée avec les autres près du garage. Elle était lourde. De la vaisselle, une cafetière, une poêle en fonte. Elle est allée dans les mains de Case sans un mot. Puis la portière de la voiture de l'agent immobilier s'est ouverte. Le siège passager a accepté mon poids et la porte s'est refermée. La voiture a descendu l'allée. Case se tenait sur le porche d'une maison qu'il avait traitée comme la sienne. Tenant une boîte de choses qui étaient réellement les siennes. Regardant la voiture disparaître au tournant. 3 jours après le dîner d'anniversaire, oncle Maurice a appelé Victor. Je me suis assis à cette réunion et je t'ai regardé jeter le sac de cette fille dans la boue. Vic, j'ai pensé que tu passais une mauvaise journée. J'ai pensé que tu étais un vieil homme dur qui se sentirait mal à ce sujet le lundi et l'appellerait pour s'excuser. Maintenant je sais que tu faisais de l'ingérence pour que le garçon puisse continuer à percevoir un loyer sur sa maison et que ton prêt cosigné n'explose pas. Victor a commencé à parler. Maurice l'a interrompu. J'ai passé 30 ans à te défendre auprès de gens qui disaient que tu étais dur avec cette fille. Je leur ai dit que tu étais vieux jeu. Pas cruel. Je leur ai dit que Simone te comprenait mieux qu'eux. Il s'avère que Simone te comprenait parfaitement et que c'est moi qui avais tout faux. Ne m'appelle pas pour Thanksgiving. Ne m'appelle pas pour Noël. Je vais avoir besoin de très longtemps pour réfléchir à ce que je t'ai vu faire dans ma propre allée et sur lequel je n'ai rien dit. La ligne est devenue silencieuse. Victor se tenait dans la cuisine, tenant le téléphone à son côté. Il n'a pas rappelé Maurice. Bonnie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a regardé le visage de Victor, a ouvert la bouche puis l'a refermée. Le même mouvement qu'elle avait fait dans l'allée lors de la réunion. Le même mouvement qu'elle avait fait au dîner d'anniversaire.
Le même mouvement qu'elle faisait depuis toute la durée de son mariage. Le téléphone est resté sur le comptoir où Victor l'a posé et y est resté pour le reste de la nuit. 4 jours plus tard. La coopérative de crédit a envoyé à Victor une lettre demandant des documents mis à jour sur le prêt d'équipement de Kees. L'enveloppe est restée sur son comptoir de cuisine pendant 6 heures avant qu'il ne l'ouvre. Le lendemain matin, un agent de prêt a appelé. Les questions sont venues une par une, chacune pire que la précédente. L'adresse résidentielle actuelle de Kees, son revenu d'emploi vérifiable. Si Victor, en tant que co-signataire, était conscient au moment de la signature que la résidence principale déclarée de l'emprunteur appartenait à un tiers. Si Victor était conscient que le dit tiers avait maintenant déposé un avis formel de quitter les lieux. Victor était assis à la table de la cuisine, répondant à chaque question d'une voix assez plate pour poncer du bois. Lorsque l'agent de prêt a demandé des documents prouvant que Kees avait un autre logement stable, Victor n'a rien dit pendant 4 secondes. Puis il a dit, « Je vais devoir vous rappeler. » L'appel s'est terminé. Il est resté à table. 20 minutes ont passé. Bonnie a posé une assiette de restes de rôti de bœuf devant lui sans parler. L'assiette était toujours intacte quand elle est revenue pour nettoyer le comptoir 1 heure plus tard. La fourchette n'avait pas été touchée. Kees a postulé pour 3 appartements dans les 2 premières semaines après l'avis d'expulsion. Les 3 nécessitaient des vérifications de crédit. Les 3 sont revenus avec un historique de crédit trop mince pour être approuvés sans un co-signataire. Et le nom de Victor, déjà attaché à un prêt d'équipement de 22 000 $ sous examen actif du prêteur, n'était pas la co-signature qu'un gestionnaire immobilier voulait accepter. Le bureau de l'évaluateur du comté a ouvert un examen formel de l'exemption frauduleuse pour résidence principale que Kees avait déposée. Des arriérés d'impôt sur la différence entre le taux exempté et le taux réel, plus une pénalité sur le montant exempté, suivrait une fois l'examen terminé. Hector a estimé la pénalité entre 2,000 $ et 4,000 $, selon le calendrier d'évaluation du comté. 5 semaines après le changement des serrures, Kees est passé devant la maison d'Ashland en revenant d'un travail de tonte 3 rues plus loin. Le camion a ralenti sans qu'il décide de le ralentir. Un vélo rouge d'enfant était couché sur le côté dans le jardin de devant, exactement là où Kees avait l'habitude de garer la remorque de bordure. La lumière du Porsche avait changé. Jaune chaud maintenant, au lieu du fluorescent blanc qui était là depuis que la maison était la mienne. Un moulinet en plastique planté dans le parterre de fleurs tournait lentement dans le vent de l'après-midi. Une femme que Kees ne reconnaissait pas a ouvert la porte d'entrée, a regardé son camion au ralenti le long du trottoir, et est retournée à l'intérieur sans un second regard. Elle ne connaissait pas le camion. Elle ne connaissait pas l'homme. La maison était la sienne maintenant, et Kees n'était que quelqu'un garé dans une rue publique, regardant un bâtiment dans lequel il ne pouvait plus entrer. Son trousseau de clés était sur le siège passager. La clé de la maison était toujours là, en laiton et usée et lisse au niveau des dents par les 2 années où il l'avait utilisée tous les jours. Il l'a prise, la tenue entre son pouce et son index de la manière dont on tient quelque chose qu'on n'est pas prêt à jeter mais dont on n'a plus l'utilité. Elle n'allait nulle part. Aucune porte, aucun pen dormant, aucune entrée latérale. La clé était un souvenir d'une maison qui avait cessé d'être la sienne au moment où il avait décidé d'en profiter sans le dire à la personne qui la possédait. Le camion a démarré. Il s'est éloigné du trottoir et a roulé 11 km jusqu'à la maison de Victor où les vêtements de Kees étaient pliés dans 2 sacs poubelles dans le placard de la chambre d'amis. Son équipement d'aménagement paysager était sous une bâche bleue dans le jardin et une tondeuse professionnelle avec 14 paiements restants attendait à côté d'une remorque qui n'avait nulle part où être garée légalement. Victor est assis dans sa cuisine maintenant. Kees est dans la chambre d'amis, la porte fermée. Le paiement du prêt de 22,000 $ est dû dans 9 jours. Maurice n'a pas appelé. Bonnie se déplace dans la maison, mettant les assiettes, pliant les serviettes et ne disant rien à ce sujet. Parce que Bonnie a passé sa vie à construire son monde sur la pratique de ne rien dire qu'en dire
Quelque chose pourrait lui coûter la version de sa famille qu'elle a besoin de croire réelle. Jeudi dernier. Après une journée complète d'enseignement et un dîner tranquille préparé avec des provisions achetées avec mon propre argent. Gagné à un travail que mon père a passé des années à moquer. Une aquarelle d'un élève a été accrochée au mur de mon nouvel appartement. L'endroit est plus petit que la maison d'Ashland. Les murs sont plus propres parce que personne n'y a vécu assez longtemps pour laisser des marques. Le tableau montre une maison avec une porte jaune et un arbre dans le jardin qui est plus haut qu'eux. Le toit. De la manière dont les enfants dessinent les arbres, énorme, incassable et permanent. Du ruban de masquage le maintient au mur. De la manière dont on apprend à mes élèves à accrocher leur travail. Rien de permanent. Rien qui ne puisse être déplacé quand quelque chose de mieux se présente. C'est le but. Le sac de voyage vert est près de la porte d'entrée. Les initiales sont légèrement tachées là où la boue a traversé le fil cet après-midi de septembre. La propriété du lac. Le S est légèrement plus clair que le E. La fermeture éclair fonctionne toujours. Le sac a contenu tout ce dont j'avais besoin, 2 fois. Une fois quand mon père m'a mise dehors. Une fois quand je suis parti de mes propres conditions. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a confondu votre patience avec une permission et votre silence avec un abandon, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Family Secret Health. Certains sacs transportent plus que des vêtements. Certains transportent la preuve que vous n'avez jamais été le problème.